Merci déjà aux organisateurs de m'avoir invité et surtout de m'avoir permis à m'exprimer en français. Donc j'adresse aussi mes excuses à ceux pour qui le français est une langue étrangère. Vous trouverez le texte traduit dans une version relativement longue que je vais être obligé d'abréger à présent. Alors mon papier s'intitule « Le Ili et le classique » et le Liti l'explique. Et ça, il s'agit d'une citation qui vient des propos classés de Jussy, c'est un terme de Jussy. Et ce texte va porter sur une anthologie, une sorte de compendium compilé par Jussy et ses disciples, intitulé le Ili Ting Zhuan Tongtie. Donc, quelle place tiennent les rites et les traités rituels, et plus spécifiquement le Ili et le Liti, le Ili et le Liti dans l'œuvre de Jussy, l'homme de la synthèse confucéenne, sous la dynastie des Song. La vaste somme intellectuelle et philosophique léguée par Jussy comporte, on le sait, une importante dimension éditoriale et interprétative dont les commentaires réunis des 4 livres, ce Shutiju, offrent l'exemple le plus remarquable. Lettré engagé, administrateur, éducateur, philosophe, Jussy est également philologue, herméneute et classiciste. Parmi les ouvrages rédigés ou compilés par Jussy, le Ili Ting Zhuan Tongtie, que je traduis par explication générale sur le cérémonial, classique et commentaire, est sans doute le plus ambitieux par son caractère encyclopédique et son ampleur. Œuvre collective, au même titre que le Zhe Tronquien Gangmu, l'abrégé du miroir universel à l'usage du gouvernement, le Ili Ting Zhuan Tongtie est le fruit d'un travail de longue haleine mené grâce à la collaboration d'une vingtaine de lettrés établis dans plusieurs provinces. L'ouvrage se présente comme la synthèse de la ritualité antique destinée à éclairer les temps présents. Il agrège le Liti et d'autres ouvrages anciens au Ili, vu comme la source canonique fondamentale. Pour Jussy, la lecture du Liti doit être menée de front avec celle du Ili. Le Ili relate les faits, le Liti en déploie le contenu moral. Ili. L'opposition entre savoir rituel au sens strict et ce que l'on peut appeler ici la philosophie morale, Ili, qui figure au cœur de sa pensée, est souvent reprise par Jussy, dont l'ambition consiste précisément à concilier les 2 dimensions. Et là, je cite, « Les études rituelles sont une grande affaire qu'il est impossible de ne pas aborder, mais il faut d'abord y voir parfaitement clair en matière de philosophie morale et n'aborder les premières qu'avec l'énergie restante, autrement on gâcherait inutilement son esprit et cela n'apporterait rien à une connaissance réelle. » Fin de citation. Aux yeux de Jussy, seul le Ili est en droit de prétendre au titre de classique véritable, le Liti tenant le rôle de commentaire dont on vient de voir qu'il permet d'apporter au texte canonique un supplément d'âme, un contenu moral. Le Liti a ainsi la charge de commenter et d'éclairer le Ili à la manière d'un commentaire. Voilà. D'où la citation, le Ili est le classique, le Liti l'explique. Selon cette approche, le Liti se voit ainsi attribuer un rôle explicatif et second par rapport au Ili. De cette idée plusieurs fois exprimée par Jussy découle le projet d'une compilation d'une encyclopédie rituelle dont le Ili constituerait la base. Cette somme, intitulée par la suite Ili Ting Zhuan Tongtie, reprend la quasi-totalité des chapitres du Ili, associés à un certain nombre de chapitres du Liti destinés à les expliciter, auxquels viennent par ailleurs s'agréger un très grand nombre de citations extraites également du Liti, mais aussi d'autres ouvrages. Jussy se fonde sur le fait que certains chapitres du Ili et du Liti lui apparaissent comme connexes et complémentaires. Le Ili, par exemple, contient le chapitre Guan Li, cérémonie de l'imposition du bonnet viril, et le Khun Li, cérémonie de mariage. Le Liti, quant à lui, possède les chapitres Guan Yi, signification des cérémonies de l'imposition du bonnet viril, et Khun Yi, signification des cérémonies de mariage, qui constituent, selon Jussy, les commentaires des précédents. Jussy observe que les rites décrits dans le Liti concernent pour l'essentiel les rituels de cour, et que leur mélange anarchique les rend inappropriés à un usage quotidien. Si l'on souhaite donner aux règles rituelles telles qu'elles sont contenues dans le Liti une application quotidienne, il convient de les abréger et de ne retenir de l'ouvrage que certains chapitres, comme par exemple les chapitres Uzao, Neize, Chuli, Shaoi. Cette démarche réductrice sera celle suivie dans le Ili Ting Zhuan Tongtie. Tel est également le cas des rites domestiques, autre ouvrage de Jussy, dont le but consiste à promouvoir l'usage des rites dans un cadre familial étendu à l'ensemble de la population.
Ce sont deux ouvrages qui sont de proportions très, très, très différentes. Le Tiali est très court et est destiné à un public populaire. L'autre, celui dont je parle, est beaucoup plus savant. La difficulté du Ili, pour sa part, tient notamment au fait qu'il n'est pas sous-divisé en paragraphes et qu'il détache les notes explicatives, ce qui est appelé ti dans le livre, le ti de l'iti d'ailleurs, du texte principal. Ces notes explicatives sont en effet ajoutées à la fin de chaque chapitre. Par ailleurs, les commentaires de Zhang Xuan, les sous-commentaires de Tia Gongyuan, forment des ensembles séparés du reste du texte et qui en alourdissent la compréhension. L'entreprise lancée par Zhu Si vise à pallier cette difficulté en éclairant la lecture du Ili par des textes complémentaires explicatifs et un appareil de notes allégé sur le mode Zhangtu. Le projet de réorganiser l'ensemble des ouvrages rituels afin qu'ils se complètent et s'éclairent entre eux, tout en offrant un appareil de notes mieux adapté, trouve ses prémices dans la suggestion de Zhu Si de réagencer l'ordre des chapitres des différents traités consacrés au rite. On trouve la trace de cette ambition dans un échange entre Zhu Si et son ami Li Zuqian, c'est un peu son collègue au Zhejiang. Dans ce qui n'est encore qu'un projet, Zhu Si propose de reprendre l'organisation des 3 traités rituels en agrégeant certains chapitres du Liti à la suite des chapitres du Ili. Mais le véritable point de départ du Ili Tingzhuan Tronquier se trouve contenu dans une lettre adressée en 1186 à Pan Gongchu, dans laquelle Zhu Si lui fait part de sa volonté de compiler un ouvrage où le Liti et le Ili seraient associés de près. Zhu Si, alors âgé de 56 ans, se déclare trop vieux pour entreprendre seul un tel travail, aussi encourage-t-il son correspondant à s'associer à ce projet. Le projet du livre des rites, Li Shu, tel est le terme par lequel Zhu Si désigne le futur ouvrage, prend forme la même année. Pan Gongchu soumet un plan en 5 parties que Zhu Si annote en livrant ses remarques. Zhu Si insiste sur le fait que le Liti, divisé en chapitres thématiques, doit être méthodiquement associé aux chapitres du Ili qui leur correspondent. Le futur livre des rites est alors conçu comme un compendium thématique sur le modèle des encyclopédies traditionnelles. Le Ili Tingzhuan Tronquier se compose d'un premier ensemble de 37 chapitres, Tuan, et de 29 autres, réunis plus tard dans ce qui en constituera la suite. Sur les 37 chapitres initiaux, seuls les 23 premiers ont été relus et édités par Zhu Si lui-même avant sa mort. Les 14 chapitres suivants ont ensuite été revus par son gendre, Huanggan. La partie non validée par Zhu Si a alors reçu le sous-titre Ili Ti Zhuan Ti Zhu, qu'on peut traduire par commentaires réunis et annotations réunies au Ili, afin de la distinguer du reste. Les 23 premiers chapitres édités par Zhu Si comprennent les 4 parties consacrées aux rites familiaux, Tia Li, aux rites cantonaux, Xiang Li, aux rites liés à l'étude, Xue Li, et aux rites étatiques, Bangguo Li. Dans cet ensemble, seul le chapitre 15, consacré à l'écriture et au nombre, Shu Shu, n'a pas été rédigé et reste vide. Les 14 chapitres suivants sont uniquement consacrés au rite de la cour royale, Wang Shaoli, et sont subdivisés en 18 sous-chapitres, parmi lesquels manque également celui consacré à la divination par la tortue et par l'aquilée. Bouche. Les 37 chapitres ont été réunis et publiés pour la première fois en 1217, 17 ans après la mort de Zhu Si. La suite du livre, consacrée au rite funéraire, Sang Li, et au rite de sacrifice, Ti Li, fut alors prise en charge par Huanggan, qui était à la fois le disciple et le gendre de Zhu Si. Intitulé Ili Tingzhuan Tronquier Xu, donc suite aux explications générales sur le cérémonial, cette suite fut publiée à part en 1123 et comporte 29 nouveaux chapitres. Comme Zhu Si, Huanggan n'eut pas le temps de relire la totalité de son ouvrage avant sa mort, et c'est un ancien disciple de Zhu Si, puis disciple de Huanggan, Yang Fu, qui reprit et édita à son tour les chapitres non relus. Le même Yang Fu donna ensuite une version définitive à l'ouvrage en réunissant les deux ensembles qui furent publiés pour la première fois en 1231, 31 ans après la mort de Zhu Si, sous le titre générique et définitif de Ili Tingzhuan Tronquier. Donc explication générale sur le cérémonial, classique et commentaire, qui avait d'abord été utilisé pour désigner uniquement la partie approuvée par Zhu Si. L'ouvrage complet totalise alors 66 chapitres correspondant à 7 parties, donc tous les traités rituels et les catégories, et divisé en 90 sous-chapitres. Les éditions se sont alors multipliées jusqu'à la fin de la dynastie Qing, avant la relégation de l'ouvrage au XXe siècle, dans un contexte politique et social où la ritualité antique paraissait désormais totalement anachronique. D'ailleurs, la dernière édition de ce livre date de 15 ans. Pendant un siècle, le livre avait été laissé de côté.
ce qu'on pourrait appeler la fabrique d'un thésaurus. Le Ili Tingnuan Trongyé est donc le fruit d'un travail qui s'est prolongé sur plus de 4 décennies et a mobilisé voire 2, voire 3 générations de disciples. Le projet remonte, on l'a vu, à la fin des années 1180, alors que Zhuxi n'avait pas encore 60 ans et a pris fin 30 ans après sa disparition. En 1194, alors qu'il arrive en poste à Changsha, Zhuxi souhaite mobiliser les lettrés du Hunan pour travailler sur le livre des rites, mais la profusion des affaires auxquelles il se trouve confronté l'en empêche. En juillet de cette même année, 1194, Zhuxi est appelé à la capitale. Il est nommé au grade d'académicien et est chargé de dispenser des leçons de confucianisme au nouvel empereur. Cette nomination intervient dans un contexte de succession impériale particulièrement dramatique. Guangzong, en proie à une forme de folie paranoïaque, a été contraint d'abdiquer en faveur de son fils Zhao Kuo, futur Ningzong. Guangzong avait en effet refusé de se rendre au chevet de son père mourant, qui avait pourtant abdiqué 5 ans plus tôt en sa faveur, et refuse de participer ensuite aux funérailles. Cette atteinte gravissime aux règles élémentaires de la piété filiale avait soulevé un vent de panique à la cour. Arrivé à la capitale en octobre 1194, alors que la crise n'est qu'en partie apaisée, Zhuxi prononce devant le nouvel empereur une série de leçons consacrées à la grande étude. En novembre 1994, il soumet à la cour un mémoire sur les vêtements et la durée du deuil à conduire en la circonstance. Au même moment, il rédige d'autres rapports officiels également consacrés à des questions rituelles, portant notamment sur l'emplacement des tablettes funéraires dans le temple des ancêtres de la dynastie. Ces questions intervenaient peu après les funérailles de Xiaozong, pour lequel il convenait en outre de trouver un emplacement de sépulture adéquat. Débat à propos duquel Zhuxi s'est aussi activement engagé. Zhuxi s'appuie sur le Liti pour préconiser un cérémonial qui ne fût pas trop dispendieux. Il ne fallait pas, exhortait-il, revenir à des dépenses somptuaires, démesurées, que Xiaozong aurait de son vivant souhaité vouloir réduire. Zhuxi va, d'autre part, mettre à profit sa nomination à la cour, la première de sa carrière, pour plaider en faveur du livre des rites et solliciter un parrainage officiel pour ce qui est présenté comme un réaménagement des 3 traités rituels. Dans une lettre adressée au nouvel empereur, Zhuxi commence par souligner l'importance du Zhou-Li, qu'il considère comme l'axe programmatique de la ritualité, Li Zhe Gangling, avant d'ajouter que pour tout ce qui concerne les règles du cérémonial, seul le Ili est en droit de prétendre au titre de classique fondamental, Pen Ting, tandis que les chapitres contenus dans le Liti en constituent le discours explicatif Yi Shuo. Zhuxi déplore le radicalisme des réformes conduites un siècle plus tôt par Wang Hanshi et l'abrogation des épreuves des concours impériaux consacrés au Ili, qui ne laissait place qu'au seul Liti, abandonnant, citation, l'essentiel pour privilégier l'accessoire. Zhuxi évoque également la musique, qui, au même titre que les cérémonies, constitue un des fondements de l'équilibre social. L'ignorance en matière de musique et de cérémonie conduit les lettrés à ne savoir que répondre lors des grands débats. Face à cette situation, Zhuxi propose de réorganiser les grands traités rituels autour du Ili sous le patronage de la cour. Il sollicite que l'on convie une dizaine de spécialistes rituels et qu'on leur accorde les conditions matérielles pour leur permettre de mener à bien cette entreprise, en leur donnant notamment accès aux ouvrages conservés à la bibliothèque impériale. Dans sa lettre, Zhuxi sollicite également la mise à disposition de locaux et la fourniture de matériel, de papier et le détachement d'une vingtaine de copistes. Les frais de nourriture des spécialistes rituels invités à la capitale seraient pris en charge par la cour sans qu'il faille pour autant leur verser aux intéressés des appointements supplémentaires. Tout cela ne constituerait, somme toute, qu'un investissement relativement modique comparativement à la portée éternelle d'une entreprise permettant d'offrir aux lettrés un savoir véritable, Sheshui, destiné à aider la dynastie. La lettre ne fut suivie d'aucun effet, car Zhuxi fut chassé de la capitale dès les jours suivants, pour des propos jugés offensants tenus devant le nouvel empereur. À l'issue de ce qui sera sa dernière leçon sur la grande étude, le 3 décembre 1194, il prononce une communication en 4 points dans laquelle il encourage le jeune souverain, alors âgé de 27 ans, à faire preuve de patience à l'égard de son père, frappé de folie, ulcéré d'avoir été contraint d'abdiquer. Ces remarques, qui prenaient position en faveur d'un bon gouvernement, exhortaient l'empereur à ne pas céder à la tentation absolutiste et à ne pas laisser les proches et les favoris s'immiscer dans les affaires de l'État. Ces propos déplurent au nouveau monarque qui démit Zhuxi de ses fonctions eu égard à son grand âge. Zhuxi avait alors 64 ans.
Ce renvoi brutal fut le prélude à une campagne dirigée dès l'année suivante, en 195, contre Jussi et le courant désigné par le terme étude de la voie, Daoxue, favorable à une gouvernance tournée vers le bien commun et associant davantage les lettrés à l'exercice du pouvoir. 17 ans après la mort de Jussi, son fils Juzai évoque à nouveau cet épisode dans sa préface de la première édition du livre, encore incomplet, et la citation « Je repense à mon défunt père qui aspirait de longue date à cet ouvrage alors qu'il était à la capitale pour prononcer devant l'empereur des leçons sur les classiques. Il a voulu adresser une demande à la cour afin de solliciter que l'on fasse venir des disciples et qu'on établisse un bureau en vue de compiler l'ouvrage, mais cela n'a pas abouti. Il n'empêche que la volonté qu'il avait eue de rédiger un tel ouvrage est entièrement contenue dans ce livre. » Rentré aux Futiennes, Jussi consacra en effet les dernières années de sa vie à mener à bien son projet, malgré l'inquisition qui s'était abattue sur le courant étude de la voie Daoxue dont il était le principal représentant. On lui reprochait de répandre une doctrine fallacieuse qui mettait la dynastie en péril. Le projet de livre des rites, qui, dans un autre contexte politique, aurait pu donner naissance à une compilation officielle, sous le haut patronage de la cour, retrouvait le statut d'œuvre collective à caractère privé, prise en charge par un réseau de lettrés dispersés dans plusieurs provinces et fédérés par un maître d'œuvre désormais en disgrâce. La compilation du Ili Tinjuan Hongtie est donc bel et bien le fruit d'un travail mené par plusieurs équipes opérant dans des régions distinctes, sous la direction de Jussi, qui en élabore le plan, en assure la cohésion et complète les annotations. Le 16 janvier 1197, Jussi est démis officiellement de ses fonctions et un mois plus tard, 15 février, congédié de son poste de temple. Sitôt informé, il adresse à la cour une lettre pour la remercier de cette décision, conformément à l'usage. La même année, la secte fallacieuse est qualifiée de parti séditieux, dont Jussi serait le chef, Tangkwe. Accusation gravissime. Malgré la disgrâce qui le frappe, Jussi parvient pourtant à poursuivre son travail sur le livre des rites, les Shu, grâce à la clémence des autorités locales. Tout patronage officiel et étatique étant désormais impossible, Jussi remobilise les différents collaborateurs chargés de travailler sur l'ouvrage, dont Hwanggan, son gendre, constitue la cheville ouvrière. Jussi lui fait part de sa crainte de voir le manuscrit du livre détruit si d'aventure quelqu'un venait à le réclamer. Je cite: « Chacun sait que le livre existe, s'il devenait la proie de ces gens et qu'ils écrivent stupidement 2 phrases pour qu'il soit confisqué et brûlé, tout le travail accompli serait entièrement anéanti. On le regretterait encore dans 1000 ans. » Fin de citation. Ces détails montrent que l'élaboration du livre des rites s'est poursuivie dans une forme de semi-clandestinité, parallèlement aux contraintes de la vie sociale auxquelles Jussi était astreint. Là, je saute quelques pages. Oui, voilà. En 99, si quelqu'un est intéressé par le texte, je l'envoie volontiers par mail. En 1199, la santé de Jussi se détériore. Affaibli par la maladie, il prie son gendre de revenir aux Futiennes pour l'aider à mettre un point final au livre des rites. Peu avant, deux disciples de l'époque de Nankang, au Tianxi, sont venus le rejoindre afin de le seconder dans sa relecture des différentes parties du manuscrit. Jussi n'est alors plus entouré que par un petit noyau de fidèles et déplore que la plupart de ses anciens étudiants se soient éloignés. Dans la biographie posthume, enfin ce que j'appelle la biographie posthume Xingzhuang de Jussi, rédigée par son gendre, celui-ci note que les disciples ont pour la plupart préféré couper les ponts et changer de maître, passant désormais devant sa porte sans s'arrêter. Certains poussèrent même le reniement jusqu'à adopter le comportement des sybarites, troquant la coiffe et la robe à longues manches des Confucéens pour des habits mondains, fréquentant à dessein les quartiers de plaisir, comme pour rompre ostensiblement avec le mode de vie austère et le style quelque peu compassé de ceux qui passaient alors pour une secte pernicieuse. En 1200, Jussi annonce que la moitié du manuscrit du livre des rites est sur le point d'être définitivement mise au propre et qu'il s'apprête à la faire parvenir à Hwanggan afin qu'il mandate des copistes. Jussi fait également distribuer des copies du manuscrit à différents destinataires dans l'espoir de trouver des correcteurs. Dans une lettre écrite 10 jours avant sa mort, il évoque une fois encore la compilation du livre et déplore de n'avoir disposé que d'éditions fautives pour travailler sur le chapitre Xia Xiaozheng du Liti. La dernière lettre de Jussi, écrite la veille de sa mort, est adressée au fidèle Hwanggan et concerne une nouvelle fois le livre des rites. Jussi félicite son gendre pour le travail accompli et l'encourage à mener à bien l'entreprise. Ainsi, les ultimes lignes de Jussi sont-elles consacrées au livre des rites, futur Ili Tinjuan Hongtie. Bon, j'arrive à la conclusion. Œuvre posthume, fruit de la collaboration d'une vingtaine de lettrés sous la direction de Jussi, le Ili Tinjuan Hongtie est donc une vaste compilation destinée à un public lettré et abordant tous les aspects de la ritualité. Il se conforme à l'ordonnancement des chapitres du Ili,
auxquels viennent s'ajouter, à titre explicatif, les autres grands traités rituels, Joli et Liti. Un des objectifs du livre vise à faciliter la lecture du Ili, d'où le titre de l'ouvrage. Malgré cette suprématie accordée au Ili, la place du Liti n'en est pas moins considérable. Le Liti, nous dit Joussi, explique le Ili et lui apporte, on l'a vu, un surcroît de signification morale. La classification en 7 parties, rites familiaux, cantonaux, liés à l'étude, étatiques, de la cour royale, funéraire, sacrificielle, est destinée à faciliter la lecture et le maniement de ce thésaurus rituel et répond au classement thématique propre aux encyclopédies chinoises traditionnelles, les Eshu, ce vaste compendium du savoir rituel antique, annoté, ordonné de manière thématique, offre aux lettrés une véritable encyclopédie de référence sur la ritualité ancienne. Le livre introduit la catégorie de rites liés à l'étude, Xueli, qui comporte 11 chapitres subdivisés en 17 sous-chapitres. Cette partie inclut les chapitres Da Xue et Zhongyong du Liti, mais aussi tout ce qui relève de la musique, ainsi que les Chuli ou petites règles de bienséance. Ces petites règles de bienséance constituent la matière, on le sait, du chapitre 1 du Liti, mais sont entièrement réorganisées dans le Ili Tingzhuan Trontier et se retrouvent disséminées dans l'ensemble de l'ouvrage. Dans la plupart des cas, les chapitres du Liti ne sont pas repris in extenso, mais sont redécoupés et cités sous forme d'extraits et redéployés selon un ordre différent au sein du livre. Cette structure en centon, C-E-N, caractérise l'ensemble du livre et qui est ainsi composé d'un vaste ensemble de citations agrégées, classées thématiquement. Joussi livre ici un travail de philologue et de commentateur dont les chapitres Da Xue et Zhongyong, commentés par phrase et par paragraphe, Zhangqu, offrent le modèle. Le Ili Tingzhuan Trontier reprend strictement mot pour mot ces 2 chapitres du Liti dans la version Zhangqu, en reproduisant absolument à l'identique, annotation comprise, la réorganisation du texte et le découpage en paragraphes opéré par Joussi sans le moindre ajout ni retrait. De même, la célèbre interpolation opérée par Joussi au paragraphe 5 du Da Xue est également reproduite à l'identique dans le livre. Compilé pour l'essentiel durant les dernières années de sa vie, après que Joussi eut été chassé de la cour, le livre que Joussi souhaitait placer sous le haut patronage officiel est resté jusqu'au bout un ouvrage collectif à caractère privé dont la rédaction s'est poursuivie de manière quasi confidentielle. Alors que le livre était pour l'essentiel terminé à la mort de Joussi, il faudra attendre la réhabilitation posthume de celui-ci en 1202, 2 ans après sa mort, pour rendre possible la parution de l'ouvrage, qui n'interviendra qu'en 1217, grâce aux efforts de Huanggan, avant la parution de la totalité des chapitres en 1231, 31 ans après la mort de Joussi. Voilà. Merci. Je vous remercie.